m'appelle Bertrand Plane, je suis artiste plasticien. Très souvent, on pourrait qualifier mon travail d'un détournement d'objets du quotidien avec une critique sur la technologie, le numérique, les chiffres, d'une façon générale. On pourrait dire que le dénominateur commun à la plupart de mes pièces, c'est essayer d'associer des choses qui sont qualifiées d'incompatibles, et notamment l'aspect hyper numérique d'un côté et l'aspect hyper organique de l'autre. L'aspect robotique, on pourrait dire, et l'aspect vivant ou sensible. Et j'essaie de faire une synthèse de tout ça, de les faire cohabiter, donc créer un lien entre deux entités, quoi. Donc un tiers élément. Voilà. C'est vrai que c'est dur d'isoler les prémices ou le début de quelque chose qui aurait pu nous faire glisser vers la voie de l'activité artistique. À l'école, voilà, j'étais déjà un peu marginalisé d'une certaine manière, de façon plutôt positive, mais j'étais un peu dans la lune, je dessinais, je posais des questions qui étaient parfois en décalage, j'imagine, avec celles qu'on devait poser. Néanmoins, petit à petit, j'ai eu des accointances avec tout ça, avec les choses de la création. Et mon premier acte vraiment évident, ça a été de programmer, quoi. J'étais plutôt très jeune ado. Très vite, je me suis pris de passion pour le code. Et c'est vrai, quand on code, finalement, certes, c'est des chiffres, mais la vocation, c'est pas de faire des chiffres, c'est de faire des images, de faire des choses quelque part à l'écran, quoi. Il y avait une dimension très, très créative déjà par le biais du langage de programmation. J'ai commencé comme ça. Et c'est comme ça ensuite que je suis rentré aux Beaux-Arts aussi, c'est par le code d'une certaine manière. D'une façon générale, plus j'avance dans ma carrière ou dans ma recherche ou même dans ma vie juste d'humain, je me rends compte que tout est plus ou moins relatif quand même. Donc dit comme ça peut être abstrait, mais je pense que d'une façon générale, ce concept-là, cette découverte est présente dans mon travail. Elle l'était de façon inconsciente avant, je pense, quand je traitais de l'heure, que je me donnais la liberté de modifier les étalons avec l'horloge de vie, quand je changeais des choses qui étaient définies. Je me donnais cette liberté de me dire finalement si tout est relatif, on peut tout réadapter. Donc il y a un peu de ça dans mon travail d'une certaine manière, avec ce contrepoids très carré, très rationnel du chiffre, du numérique, du code aussi. J'essaie de les faire cohabiter. Il y a cette matrice qui est constante, ce triptyque entre deux opposés et un lien, et qui s'applique à pas mal de concepts que je découvre au fur et à mesure de ma vie. Et notamment en ce moment, c'est plutôt ces aspects relatifs des choses. Il y a une pièce qui me vient à l'esprit, c'était une exposition, un solo show à la galerie Laurence Bernard à Genève, qui s'appelait Abîmes et sommets, et qui en fait relatait une expérience que j'avais faite sur 2 ans, qui consistait à prendre mon humeur dans une valeur comprise entre 0 et 10. 0 étant le suicide, et 10 étant sur d'état extatique inatteignables. Donc je trouvais, Dieu merci, dans la frange intermédiaire entre les deux. Et j'ai fait vraiment cet exercice, j'ai joué le jeu pendant 2 ans, de noter, voilà. À l'issue de ces 2 ans, j'ai fait des graphes pour essayer de voir si, d'une part, quelle était ma moyenne sur les 2 ans, et d'autre part, s'il y avait des cycles. Et étonnamment, les cycles, c'était aux alentours de 28-29 jours, et la moyenne, c'était 5,1. Je n'ai pas triché. La seule chose que j'ai pu en déduire de cette expérience, c'est que finalement, les sentiments de bonheur, de malheur, ou de mood, en fait, est relatif à ce qu'on a vécu juste avant. Je prends comme exemple qu'on marche en randonnée, ce qui m'arrive souvent, manger un kiri ou un Babybel, ça peut être un festin. Tout dépend en fait du cadre, du référentiel en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on tourne autour d'une boule de feu là dans l'espace, ce que ça nous donne comme liberté, parce que ça peut être angoissant. Je pense à l'horloge de vie qui se cale sur une estimation de la vie humaine. Quand les gens qui sont confrontés, ils voient souvent la mort, alors qu'on peut y voir tout autant la vie. Moi, j'ai pas ce rapport d'angoisse face à ce vertige que pourrait provoquer cette extrême relativité des choses, ou voilà, l'infini, peu importe. Souvent, j'y vois plus une sorte de liberté de pouvoir y créer ce qu'on veut. Pas simplement des créations plastiques vouées à être exposées en musée, mais au contraire des valeurs, des principes à redessiner pour nous, humanité. Donc c'est vraiment une quête d'introspection, une quête métaphysique, coexister avec le monde qui m'entoure par le biais d'expositions dans des galeries ou dans des musées. Concernant le process de création, je pense qu'il a évolué depuis les Beaux-Arts jusqu'à maintenant, mais il tend de plus en plus à aller vers quelque chose qui s'apparente à ce que j'éprouve quand je fais de la marche. Enfin, pour moi, c'est assez similaire ce qu'on fait physiquement et ce qu'on fait mentalement. C'est souvent deux cheminements parallèles. Quand on se trouve dans une impasse mentale, d'éprouver physiquement un cheminement, de grimper un truc, une montagne, avoir faim, ça permet de débloquer ce cheminement mental. Le mental n'arrive pas toujours à débloquer le mental. Et je crois beaucoup aux choses de l'expérience, du ressenti, du tangible. Donc ma méthode, c'est souvent être un peu en errance comme ça, cette sorte de feuille au vent. Souvent pas prémédité. Après, des fois, ça m'arrive d'avoir des sortes d'hallucinations très légères. Par exemple, je vois dans une expo une œuvre que je trouve géniale,
Mais en fait, je me suis trompé, c'est pas du tout ce que je pensais, donc je la fais en général. Sinon, j'ai des manques aussi parfois, d'objets, de choses, et j'essaie de les combler en les fabriquant. C'était le cas de l'horloge. L'horloge, je voulais vraiment un objet qui me permette de me centrer dans le présent. D'avoir un outil comme ça qui me permette de ne pas laisser le temps filer. Le Minitel, par exemple, j'étais en voiture, parce que j'aime bien faire des road trips, et je me suis arrêté dans une brocante et j'ai discuté avec des gens, et puis il y avait un Minitel. J'ai senti que je pouvais faire un truc avec ce Minitel, voilà, c'est ça, et je ne savais absolument pas ce que j'allais faire avec. L'atelier, c'est vrai qu'il s'est caractérisé, alors c'est pas trop évident là peut-être, mais souvent c'est assez vide. Il n'y a pas grand chose au mur, c'est blanc, vide, minimal. C'est très monacal. Enfin, il y a un truc du vide un petit peu. Et puis c'est assez rangé. Pour moi en tout cas, ce qui se passe physiquement se passe aussi de façon plutôt intérieure. On a toute cette expérience de ranger, par exemple, ça nous fait du bien à l'esprit. Alors c'est vrai que le bordel quand même est assez créatif souvent. Les alchimies s'opèrent et tout ça. Dans l'atelier, là je produis souvent plutôt que je ne conceptualise. C'est très proche du code en fait. J'ai amené ma pratique par le biais du code, comme je l'ai expliqué. Et je pense que je tire énormément de choses de la programmation. Donc c'est clean, on organise vraiment son code. Puis on y voit clair, puis on s'en délecte presque d'une certaine forme de pureté, voilà, quelque chose de l'ordre du haïku, quoi. Comme en code d'ailleurs, on fait le plus de trucs avec le moins de choses possible, ou comme en rando aussi, on voyage léger, c'est pareil. L'une des deux pièces s'appelle Poème en morse, et donc à présent c'est une pratique que j'applique couramment, c'est-à-dire de détourner ou de hacker ou de modifier des objets du quotidien. Là, c'est un néon qui est modifié et qui clignote afin d'envoyer par voie lumineuse des messages en morse. En l'occurrence, un petit message très court. Pour moi, c'est l'aboutissement de l'adaptation d'une pièce qui a déjà existé sous forme de balises que je mettais en haut des montagnes, des balises solaires, qui diffusaient dans la vallée les haïkus. Ensuite, j'ai adapté à la version urbaine. C'était une adaptation heureuse puisqu'elle est presque... Ça devient presque naturel. Un néon qui clignote, c'est quelque chose de naturel pour un néon en fin de vie. Donc j'aimais bien ce double lecture. 99% des gens qui voyaient un néon en train de collapser, là. Un regard particulier aurait pu peut-être voir ce message. Cette pièce qui sera présentée, et puis une autre pour le titre qui s'appellerait Perfect Match. Le titre n'est pas encore, je suis en train de la développer, et qui est constitué de ce fameux Minitel que j'ai trouvé dans une brocante, voilà. Que pareil, j'ai modifié. C'est un objet emblématique pour les Français. C'est un peu l'ancêtre d'Internet quand même. Donc il y a cette association qu'on peut faire avec cet objet, mais aussi Internet, mais aussi les réseaux sociaux. C'était les prémices. On échangeait des messages. De toute façon, c'est simple. Dès qu'il y a un moyen d'échanger des messages avec quelqu'un, il y a un truc de la drague qui s'installe. Et le Minitel a cette connotation aussi, quelque part. J'avais envie d'exhumer cet objet qui a connu les prémices de ces flirts à distance pour essayer de lui donner vie. Couplé à ça, une petite dose d'intelligence artificielle qui est d'actualité. Tout le monde se questionne là-dessus. Est-ce que ça va nous remplacer? Est-ce que c'est vraiment intelligent? Voilà. Moi, j'ai tendance à prendre ça un peu à la dérision, donc j'ai essayé d'intégrer dans ce Minitel de façon assez minimale de quoi permettre une interaction, comme s'il était encore connecté. C'est vrai que maintenant, le protocole, il n'existe plus vraiment pour pouvoir faire marcher les machines. Donc cette prise est déconnectée. On peut néanmoins lui écrire des trucs et quelque chose répond. On ne sait pas ce qui, quoi, c'est mystérieux, c'est pas forcément toujours cohérent ce qui répond. Le néon, il avait existé dans le cadre d'une hypothétique disparition de l'humanité, quelque chose de post-apocalyptique, avec un message qui était destiné pas forcément à un humain, mais à une intelligence qui serait venue d'ailleurs ou qui aurait pu perdurer, subsister. Et ici, c'est peu rétro-transhumaniste, quoi. Perfect Match, tous les messages, toutes les questions qu'on pose au Minitel, elles sont stockées et elles sont ressorties ensuite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand tu dialogues, la machine te pose des questions ou te donne des réponses que tu as toi-même apportées. Mais tu ne t'en rends pas compte en fait. En termes d'absence, en ce qui concerne les corps, et en termes aussi de solitude, il y a trop de choix dans les rencontres, dans tout ça, finalement on finit par rester tout seul. Parce qu'un tel idéal, un tel fantasme, que finalement j'ai l'impression que ce qu'on cherche, c'est s'aimer soi-même. Je trouve assez intéressant pour avoir été assez confronté à ça, jeune sur les vieilles machines, quand tu codais, les machines ne changeaient pas. Comme maintenant on peut changer les cartes graphiques, la RAM et tous ces trucs-là. Donc il y a une sorte de consommation du hardware maintenant. Et il y avait quelque chose qu'on était obligé de faire, c'était d'optimiser le code. Et en fait, tout ce qu'on programmait, très vite, la programmation était le seul vecteur de nouveauté. La machine ne bougeait pas, donc il fallait programmer différemment ou programmer mieux pour faire des choses intéressantes. Et ça, on le retrouve maintenant, mais pas dans les ordinateurs, mais dans notre façon d'aborder le monde, dans cette limite, dans ces découvertes sur la planète.
On a tendance à, plus ou moins consciemment, suivre les mêmes rouages que ceux qu'on utilisait avant dans la programmation, c'est-à-dire ceux du recyclage, ceux de l'optimisation, ceux de l'upcycling, des schémas qui existent dans différents univers et à différentes échelles, qui se reproduisent quasi à l'identique. Dans cette philosophie d'avoir des ordinateurs qui n'évoluent pas, donc un cadre fini, comme la planète l'est, si tant est qu'elle le soit, on était obligé donc de développer des moyens alternatifs pour toujours produire des choses nouvelles. À un moment donné, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire en programmant, on a réussi à faire à la machine des choses qu'elle n'était pas capable de faire normalement. Des choses que les concepteurs ingénieurs de la machine avaient décrétées impossibles. C'est-à-dire que le software, le langage de programmation, supplante le hardware, la matière. Et je trouve, sur un plan métaphorique, c'est beau. Et quelque part, d'avoir cette contrainte, cette limitation actuelle, qui peut être pesante pour beaucoup de gens, on arrive à faire des choses qui sont presque plus belles que dans un cadre beaucoup plus libre.